filles les plus belles ont besoin de temps pour bien arranger ce fardeau brillant qui semble échapper à la vie courante. Il faut de la soie, du cuir et de l'or pour que la vie puisse habiller leur corps et qu'elle y rayonne, narquoise et troublante. On s'éloigne un peu trop des filles qui sont très belles, qui veulent des marmots, des fleurs, de la vaisselle, croire à des mots nouveaux, rire à des vies nouvelles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. Les filles les plus belles sourient en partant. Il y a derrière elles, pendant un moment, l'idée d'une idée précise et prenante. Elles s'en vont avec et ne laissent rien qu'une idée de nous, chargée de chagrin, notre solitude, confuse et blessante. On est un peu salaud pour les filles qui sont belles. La vie vaut ce qu'elle vaut, elle ne vaut rien sans elle. Tant qu'à mourir idiot, on peut faire ça pour elle. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. On n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles. Alors, là, la phrase « on n'est pas assez beau pour les filles qui sont belles », elle est évidemment, on tombe dessus, puis tout d'un coup on se dit « ah mais oui, c'est ça que j'avais envie de dire, j'avais envie de dire ça depuis longtemps ». Je suis tombé sur l'articulation d'une idée qui était dans mon esprit depuis un moment, puis tout d'un coup, elle tombe dans une phrase, elle tombe juste. Et alors, Stéphanie nous demande quelle est la relation à la langue, et qu'est-ce que la langue fait pour nous, les mots et la langue font pour nous. Évidemment que on n'a aucune idée sans vocabulaire. Il n'y a aucune chose qu'on puisse comprendre sans mettre des mots dessus. Rien ne nous traverse l'esprit sans que notre esprit l'articule en vocabulaire. Et évidemment, comme vous venez tous de langues différentes, avec des structures différentes, d'une façon différente d'aller chercher le verbe être, le verbe avoir, le possessif, le futur, le passé, toutes ces choses-là sont exprimées différemment et sont articulées différemment dans toutes les langues. Évidemment que pour vous, découvrir des émotions en français, c'est évidemment, c'est vraiment une découverte différente. C'est une façon... moi, je traduis Dylan, je ne connais pas bien l'anglais, pas assez bien pour être vraiment mettre un mot sur les différences qu'il y a entre la structure de l'anglais et la structure du français, mais je sais que je n'ai pas de pensée, je n'ai jamais aucune pensée qui ne soit partie d'un mot, qui soit partie d'un ensemble de mots. Et alors, donc, est-ce que vous écrivez d'abord les mots ou la musique? Bien sûr que les mots, quand on s'endort et qu'on cherche des histoires à se raconter pour trouver que la vie, ça vaut la peine, tous les mots qu'on imagine pour répondre à quelqu'un qui nous a dit des horreurs ou qui était gentil ou n'importe quoi, et toutes les choses auxquelles on n'a pas pensé tout de suite et on regrette de ne pas avoir trouvé les mots, tout ça, c'est de la vie, c'est l'essence même de la vie, de notre vie et de ce qui fait la différence entre la vie d'un chat et la nôtre, c'est les mots. Les chats ont une vie épatante, mais quand on va chez le vétérinaire à la fin de la vie d'un chat pour le faire piquer parce qu'il a trop mal et que c'est la fin, alors on le pose vivant sur la table, on le shoot et on le retire mort de la table et on le pleure 3 jours, et au bout de 3 jours, on va chercher un autre chat, et puis il ne dira pas de mots non plus. Il y a une absence de... Tandis que mon père qui est mort il y a 10 ans, eh bien, les mots qu'il m'a dit, les expressions qui étaient les siennes, son vocabulaire, son attitude, ses expressions m'habitent toujours et sa vie est encore en moi par son esprit, par l'esprit de ses mots et le vocabulaire qu'il a pu avoir. Voilà. Donc évidemment qu'une chanson
Tous les artistes que vous trouverez, on n'est pas tous artistes, et tant mieux parce qu'il faut des postiers, mais tous les créateurs que vous croiserez auront des modes de création différents. Il y en a qui font de la chanson, d'autres qui font de la vidéo, du cinéma, qui font de la poésie, qui font des romans, qui font ce qu'ils voudront. Tout passe par les mots. Et puis nous, chanteurs, on fait des œuvres très bizarres, on fait des œuvres de 2 minutes et demie. Et si vous allez à un spectacle de chansons, vous n'allez pas voir une œuvre, vous allez voir un ensemble de 20 ou 25 œuvres. L'une sera drôle, la suivante sera triste, l'une sera en colère, la suivante sera paisible. Toutes ces œuvres seront... Mais surtout, dans chacune de ces œuvres, tous les mots que vous aurez trouvés, s'ils sont déplaçables, s'ils sont aléatoires, ça ne sert à rien. Il faut que dans une chanson qui doit durer 2 minutes et quelque chose, on ne puisse rien bouger. Il faut que tout soit indéplaçable. Si vous avez un mot dans une chanson que vous regrettez d'avoir mis, c'est que la chanson n'est pas finie. Si vous avez un mot où vous vous dites « Ah mais je pourrais mettre celui-là à la place », c'est que vous n'avez pas fini votre boulot. Je vais vous faire la chanson la plus courte. Je crois qu'en 1 minute 10, elle est finie. Je l'ai inventée sur une plage en 1981, en Grèce. Je l'ai inventé un petit moment, puis après j'ai travaillé dessus pendant 1 mois et demi. T'es belle comme un chocolat, comme un koala, comme un courant d'air. Belle comme un camion de briques, comme un train électrique dans la vitrine de chez Weber. T'es belle comme un jour de grève, belle comme le Salève depuis Collonges. Belle comme un panier de prunes, belle comme un pot de lune, comme les jours qui s'allongent. T'es belle comme un radiateur, belle comme un chou-fleur, belle comme un crayon. T'es belle comme du blé qui pousse, comme le petit Larousse à la page des avions. T'es belle comme un toit d'ardoise, un bonbon framboise qui colle dans les poches. Belle comme un arrosoir, comme une pile de mouchoirs, comme un manche de pioche. T'es belle comme la tour Eiffel, belle comme une poubelle, comme un champ de colza. T'es belle comme un dessin de Poussin, une chanson de Desjardins, etc. Voilà. On ne sait pas si on a une langue à soi. Je ne sais pas si Stéphanie vous a parlé de Ramu comme auteur suisse. Ramu, il a travaillé beaucoup à faire la phrase courte. Il a beaucoup influencé toute la littérature naturaliste française, Anouilh, Giono, toute cette littérature un peu 1920-1930. La phrase courte de Ramu s'est retrouvée dans cette littérature-là, mais sans le côté désespéré de Ramu, qui était un type qui était d'une noirceur au niveau de la conclusion des histoires, ineffable. Alors, Stéphanie m'a demandé si je pensais avoir un style. J'ai cru à un moment que j'avais un style. En fait, Ramu avait un style, Louis-Ferdinand Céline avait un style, mais il n'y a pas la place pour des styles, pour beaucoup de styles. Après, vous avez des auteurs qui sont très contents de ne pas en avoir. Michel Houellebecq, il écrit comme un cochon exprès. Enfin, il fait des phrases qui ressemblent à des pâtés en croûte dans du plastique. Moi, j'ai horreur de ça parce que j'adore Céline et j'adore Ramu, mais c'est vrai qu'il y a une prétention maintenant à ne pas écrire, c'est-à-dire à ne pas trouver une architecture à la phrase qui soit quelque chose de structuré, de noble. Moi, quand j'avais 30 ans, je me moquais des vieux chanteurs et puis je pensais que j'étais un type singulier. Et puis je pensais que mes chansons étaient plus belles que celles des autres et que ça avait de l'importance. Après, quand j'avais 40 ans, je me disais que mes chansons étaient peut-être un peu moins moches que celles des autres et que ça n'avait pas d'importance. Et actuellement, je me considère juste comme un vieux con avec une guitare et je suis très content. Et tout va bien avec ça. Alors, je crois que vouloir prétendre à un style, c'est un risque. Parce que c'est le risque de glisser vers des maniérismes personnels. On se donne des façons de faire.
Après, chaque fois qu'on commence une chanson, on a un autre style parce qu'on a une autre chose à faire. Voilà. Puisque vous parlez de style ou de la manière d'écrire de Houellebecq, je ne serais pas contente d'avoir entendu ça d'ailleurs. Vous êtes sensible à ce qu'on dit sur la langue française qui évoluerait et qui irait vers une catastrophe, vers la perdition du bon français, toute la manière de triturer la langue actuelle avec les réseaux sociaux qui rendrait moche la langue française? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis pas que la langue est en train de se foutre en l'air avec les réseaux sociaux. Je trouve que dans les réseaux sociaux, on trouve des tas de formulations qui sont neuves, et en tant que choses neuves, elles sont intéressantes. Et je ne suis pas du tout un prophète de la décadence, j'en ai rien à battre. Mais par contre, je trouve qu'il y a vraiment... c'est pas quand Houellebecq fait des SMS que ça me gêne. Quand Houellebecq me gêne, c'est quand il fait des phrases que je pourrais trouver n'importe où dans un catalogue Ikea. C'est écrit, pour moi c'est écrit comme un... On a l'impression que c'est le mec du syndicat d'initiative de Garges-Légonesse qui a fait ça ne va pas. Mais je parle pas de son aspect provocateur quand il va chercher le langage natel. Et donc la langue va pas mal. Ah mais bien sûr que la langue va très bien. Et plus on l'attaque, et mieux elle va. Il y a ce débat actuellement sur l'écriture inclusive, et puis il faut qu'il y ait des gens qui soient pour et des gens qui soient contre. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont pour parlent avec ceux qui sont contre et s'écoutent. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont contre, ceux qui sont pour, aient des idées qui vont avec le fait d'être contre ou pour. Et toutes ces idées sont utiles, et toutes ces idées parlent de la langue. Après, que ça finisse dans 20 ans à ce qu'on renonce à le faire ou qu'on le fasse, ça m'est égal. Mais le fait qu'on parle de ça, pour moi, c'est une richesse. Puis avant, juste quand on discutait avant le cours, on parlait des gros mots, justement. Et puis, vous disiez que c'était important de savoir être plurilingue, mais dans sa langue. Oui. Mais, mes filles, on a toujours parlé à la maison exactement comme si les enfants n'étaient pas là. Et les enfants nous regardent quelquefois en voyant bien que le vocabulaire qu'on utilise est un vocabulaire adapté à des situations fortes, quoi. Et alors, elles apprennent le vocabulaire et puis on leur explique, ça c'est du vocabulaire que tu peux utiliser ici, mais pas chez tes grands-parents et pas à l'école, ou alors à la récréation. Et alors, les enfants apprennent ça immédiatement, ils le savent très bien. Et même les fautes qu'ils font dans ce domaine, elles sont faites exprès. Je racontais tout à l'heure, mes filles, je les emmenais chez ma grand-mère, chez leur grand-mère, et quand mes filles voulaient m'embêter moi, elles disaient des vilains mots devant la grand-mère, de façon que la grand-mère me gronde moi, parce que mes filles étaient mal élevées. Donc c'était tout à fait exprès. Le gros mot est un outil de communication c'est du billard à 3 bandes. On sait très bien ce qu'on fait quand on dit des gros mots. Alors après, on peut, quand vous faites l'apprentissage d'une langue depuis l'extérieur, vous ne savez pas si c'est du vocabulaire comme ci ou comme ça, mais ça vient très vite. Parce que si vous faites des erreurs dans ce domaine-là, vous verrez le regard des gens qui se soulèvent et qui disent « Ah là, c'est peut-être pas contrôlé, là c'est peut-être un dérapage, vous avez peut-être dit un mot dont vous ne saviez pas ce qu'il allait amener comme connotation. » Mais par exemple, en Suisse, pour ranger une guitare, on utilise une fourre de guitare. Pour ranger un disque, on utilise une fourre de disque. Ça se dit en Suisse. Si vous allez au Québec acheter une guitare et que vous demandez si la fourre est comprise avec la guitare, le vendeur va éclater de rire parce qu'une fourre c'est une baise. Et donc, on peut faire des tas d'erreurs avec le vocabulaire, même sans vouloir dire des vilains mots. Il suffit qu'une région ait une particularité et une autre a une autre, et on fait des fautes. Mais une faute comme ça, on la fait qu'une fois parce que ça fait tellement rigoler qu'après on sait. C'est bon.
Ça évoque le décalage. Dans vos chansons, il y a des déclarations d'amour. Oui. Avant, on a entendu « tu es belle comme Ouais. ». Mais des fois, il y a des drôles de choses quand même. Parce que « tu es belle comme un chocolat », ça va. Mais après, il y a « tu es belle comme un camion ». Enfin, comment vous choisissez les mots dans vos chansons? Ça ressemble pas tellement au stéréotype de « tu es belle comme une fleur », comme un lever de soleil. Alors, la mauvaise littérature utilise volontiers des stéréotypes, type justement les cuisses galbées et les machins, les couchers de soleil. Et alors, dans la volonté de faire un compliment exigeant, c'est-à-dire qu'on dit à une fille qu'on la trouve belle, mais la façon dont on lui dit exige d'elle qu'elle soit attentive et qu'elle ait du discernement, qu'elle comprenne l'enjeu de certaines observations. Alors, t'es belle comme une poubelle, il faut se dire, mais alors, est-ce qu'il y a des poubelles qui sont belles? Est-ce qu'il y a des belles poubelles? Alors, vous avez effectivement des immeubles où les poubelles sont immondes, en plastoc, et puis ça déborde de cochonneries. Et puis vous avez des vieux couloirs dans lesquels vous vous souvenez avoir vu des poubelles métalliques rigolotes, et puis vous repensez à ça, puis vous vous dites, il y a quelque chose de beau. Et puis vous avez, t'es belle comme un radiateur, c'est un peu particulier, mais j'avais à l'esprit un gros radiateur qui était chez ma grand-mère, qui avait un petit volet comme ça, qui s'ouvrait. Elle mettait la théière dans le radiateur, elle refermait les volets, et le thé restait au chaud dans le radiateur. Et je pensais à ce radiateur, et j'avais envie de dire à cette nana, t'es belle comme un radiateur, en pensant à ce radiateur-là. Et en fait, je donne la clé de ça dans la chanson en disant, t'es belle comme le petit Larousse à la page des avions. Et effectivement, si vous allez, prenez une édition du petit Larousse où il y a des avions, et il y en a toujours, c'est toujours une rêverie. Mais c'est pas la page des avions qui est belle, c'est un avion après l'autre, c'est l'observation que vous en avez, c'est le détail. Et puis ensuite, vous pouvez dire, ah ouais, mais l'édition 1953, elle est en couleur, c'est dommage. Il faut remonter jusqu'à 43 pour avoir les avions en noir et blanc, ils sont super beaux, etc. Alors, on peut s'amuser avec ça. Mais quand je dis, t'es belle comme le petit Larousse à la page des avions, non seulement j'évoque quelque chose qui est un souvenir pour chacun, parce que chacun a une édition du petit Larousse où il y a eu une page des avions, ou une page des camions, ou une page d'autre chose qui a fait qu'on a eu une envolée intérieure, où on a fait une rêverie formidable, mais en plus, il y a une mise en abîme de la curiosité, à savoir quand tu passes d'un avion à l'autre, et puis ça te fait penser à une bande dessinée où il y avait ce genre d'avion, ou à un film où tu as vu ce genre d'avion, ou à... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez dit qu'on fait marcher la poésie quand on utilise des grands mots. Moi, je n'ai pas compris pourquoi vous avez dit ça. On fait marcher la poésie, disons, pour vivre la poésie ou dans quel sens? Alors, si la poésie s'interdit un certain vocabulaire, elle devient un peu infirme. C'est-à-dire, les choses qu'on n'a pas le droit de faire, elles prennent une valeur secrète comme ça. Et puis, si la poésie s'autorise des choses interdites, alors elle est plus large, elle recouvre plus d'émotions. Alors je ne sais plus comment j'ai dit que je trouvais que la poésie devait contenir des gros mots. Moi j'utilise des gros mots pour dire des gros trucs, et je dis ça pour, par exemple, pour présenter une chanson d'amour, où je vais dire des gros mots comme pivoine, chèvrefeuille, clématite et hélas lupin. Et c'est des fleurs. Mais dans cette chanson-là, les fleurs en question ont une grosse réalité. Donc je les considère comme des gros mots. Parce que si tu veux, moi je ne suis pas moraliste. Donc si on parle de merde, ou si on parle de mort, ou si on parle de blessure, ou si on parle de douleur, si on parle d'amour, on peut parler de ce qu'on veut. Et pour moi, la merde ne sera pas quelque chose de vilain. La merde, ce sera de la merde. Parce qu'il y en a tous les matins, je vous le souhaite. Et donc, c'est pas un vilain mot, c'est une réalité. Et si on la met à la bonne place dans la chanson, ben, elle va servir à vous dire que c'est le matin, ou je sais pas quoi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je pensais que
Pour sentir la poésie, il faut simplement avoir un sens imaginaire. Parce que si les choses ont un sens imaginaire, il faut que toi, tu puisses le percevoir. Il y a le sens imaginaire que le poète va mettre avec les choses. Le plus beau poème de la langue française, c'est « Le bateau ivre » de Rimbaud. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les haleurs, les peaux rouges criards les ayant pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec les haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. C'est un très long poème, mais ça part dans les paysages. Mais les paysages ramènent toujours à des morts, à des pendus, à des noyés. Et il finit son poème en disant « Je ne peux plus bercer de vos langueurs aux lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. » Et les pontons, c'était ces bateaux qu'on utilisait pour mettre les prisonniers qui partaient à Cayenne, qui partaient au bagne. Ni nager sous les yeux horribles des pontons. Le bateau ne veut plus passer entre les bateaux où il y a des prisonniers. Alors, on a la plus belle poésie du monde qui finit avec l'observation de la plus grande misère, la plus grande détresse et de la plus grande injustice. Et on croit qu'on fait de la poésie jolie parce que tous ces vers ont une rythmique absolument irréprochable. Il a recorrigé ce poème avec Verlaine. Verlaine et lui, ils ont... l'original du bateau ivre, il est de la main de Verlaine. Donc Verlaine a négocié chaque vers avec Rimbaud pour que ça prenne la forme que Rimbaud acceptait et que Verlaine acceptait, etc. Ils ont donné une forme extraordinaire à tout ça, mais ça finit avec les yeux horribles des pontons, qui est une image de l'atrocité. Et le ponton n'est pas un vilain mot, mais c'est une horreur. Et donc c'est le plus gros mot possible. C'est 200 personnes promis à la mort. Voilà. Oui, moi j'aime bien vos traduits des chansons de Bob Dylan. Oui. Par exemple, le mot Don't think twice is alright. Oui. Parce que pour moi, c'est une phrase très simple en anglais. Et quand je pense ici, on doit traduire ça en français, qu'est-ce que je veux dire. Mais j'ai trouvé que vos mots ne te cassent pas la tête, ça ira. Oui. C'est vraiment merveilleux. Mais quand vous essayez de traduire des chansons comme ça, je me demande comment vous avez fait. Vous demandez qu'est-ce que ce chanson signifie pour vous d'abord, ou est-ce que vous demandez à les autres aussi ce que les chansons signifient pour eux aussi? Ça, vous savez, j'ai 66 ans et j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, et puis j'ai chanté beaucoup de choses, et puis il y a 150 chansons de moi qui existent, et j'ai l'impression que les choses que je peux raconter, elles sont faites. Et alors, comme j'aime écrire, je me dis, mon savoir écrire, à quoi je l'utilise? Et le mettre au service de chansons que je trouve très belles depuis très longtemps, c'est un exercice qui me fait très plaisir. En tant que tel, le travail, c'est un long travail difficile, mais il me fait un plaisir terrible. Et alors, il faut savoir que te casse pas la tête, ça ira bien, c'est à la fois une réflexion sur ce que veut vraiment dire Don't think twice, it's all right. Qu'est-ce que... c'est pas n'y pense pas deux fois, c'est en ordre, ça va tout droit. Si tu traduis all right par tout droit, tu es vraiment tout à fait à côté. Donc évidemment, on doit y rêver longtemps. C'est des chansons que je connais depuis 1970. Et j'ai connu Dylan en 65. Il a commencé en 61, j'étais pas très en retard sur son début. Et en fait, je suis très imprégné de lui. Et quand c'est pas réussi, ça m'énerve beaucoup. Toutes les petites formules que j'ai trouvées avant, te casse pas la tête, ça ira bien, étaient moins bien, et elles m'allaient pas.
Et alors, il y a un petit perfectionnisme obligatoire. Tu peux pas te lancer dans la traduction de la plus belle chanson du monde si tu te dis pas, je vais y passer du temps pour faire... Parce que le gars qui écrit une chanson, s'il tombe sur une formule qui sonne pas bien, il se dit, bah je vais dire autre chose. Mais si tu traduis, tu peux pas te dire, je vais dire autre chose. Tu dois retravailler jusqu'à ce que tu dises, avec une belle sonorité, un peu la même chose. J'ai souvent pensé que c'était possible pour des chansons longues, parce que dans les chansons longues, il y a beaucoup d'éléments, tu finis par les rassembler, et même s'il y a des petites trahisons, le sens se resserre sur la même chose. Et puis, il m'est arrivé un truc, c'est que j'avais dit, par exemple, il y a 2 chansons qu'on ne peut pas traduire, c'est I'll Be Your Baby Tonight, et l'autre chanson, One Too Many Mornings. One Too Many Mornings, c'est 12 vers. En 12 vers, tu dis tellement peu de choses, mais elles sont tellement riches, c'est tellement chargé, qu'à chaque fois que tu vas te tromper, tu vas déporter le sens de la chanson, ça va être une vraie trahison. Et puis, un jour, j'ai un copain qui m'envoie un texto avec une traduction de cette chanson, dans One Too Many Mornings, que je connais bien en anglais. Alors je prends son texto, je dis à un gars de me filmer avec son téléphone, et je lis la traduction du gars, je la chante à mesure. Un peu pour lui prouver que c'est pas vraiment très bien fait ce qu'il avait fait, puis un peu pour lui faire plaisir parce que c'est un copain. Puis le lendemain, je me suis dit, mais j'ai chanté cette chanson en français dans un texte qui me plaît pas. Alors il faut que je m'y mette, il faut que je corrige ça. Et ça m'a semblé indispensable de reprendre ce chantier, de reprendre cette chanson-là, et j'ai travaillé dessus. Et comme elle est très courte, j'avais très peur, tout le temps, à chaque ligne j'avais peur. Et j'y ai travaillé, sans blague, j'ai dû y travailler 20 fois. 20 fois j'ai dû passer une demi-heure, 1 heure à chercher, à trouver des solutions. Puis pour finir, je suis content de cette chanson. Et ça me fait très plaisir parce que c'est... c'est un challenge. Je ne peux pas vous la chanter parce qu'il faut accorder la guitare de manière très très bizarre, mais c'est... bon, je peux la faire avec la... parce qu'en plus, j'ai trouvé des autres accords que ceux que je faisais au début. Mais... Down the street, the dogs are barking as the day is getting dark. As the night comes in falling, the dogs will lose their bark, and the Saturday night will shatter from the sounds inside my mind. As I'm one too many mornings and 1,000 miles behind. Quand le jour perd de sa clarté dans la rue, les chiens aboient. Quand le jour va vraiment tomber, les chiens auront perdu la voix. Tout ce silence est un accroc dans mon esprit et ses éclairs. C'est que je suis un matin de trop, et 1000 kilomètres en arrière. J'ai l'œil vague qui tourne autour des carrefours en bas vers l'entrée. Je vois la pièce où mon amour et moi, nous étions couchés. Sur les panneaux, sur les trottoirs, sur la rue, mon regard se perd. C'est que je suis un matin de trop, et 1000 kilomètres en arrière. Je sens cette fringale qui m'attire et je sais qu'elle ne nous vaut rien. Alors que toute chose que je peux dire, tu peux toi la dire aussi bien. Si j'ai raison dans mes sanglots, tu n'as pas tort dans tes prières. Tous deux, nous sommes un matin de trop, et 1000 kilomètres en arrière. And it's a restless, hungry feeling that don't mean no one no good. But everything I'm saying, you can say just as good. You're right from your side, and I'm right from mine. But it was just one too many mornings and 1,000 miles behind. Et là,
c'est une chanson assez courte pour qu'on puisse en plus, évidemment, offrir les deux versions, anglais et français. Ça fait du juxta, c'est rigolo. Est-ce que vous avez des mots préférés? Des mots préférés. Il y a des mots qui reviennent. Depuis quelque temps, quand je traduis Dylan et qu'il parle de ses chagrins, j'ai le mot sanglot qui vient volontiers. Et je vis actuellement une histoire douloureuse dans ma vie personnelle avec une fille qui a eu une leucémie, qui va mieux, mais c'est une maladie terriblement angoissante et douloureuse et péjorante. Enfin, et on a beaucoup pleuré cette année. Le mot sanglot est beaucoup dans mes chansons. Et la phrase qu'on préférait, je ne sais plus de qui elle est, monsieur Calège. Il dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Vous trouvez que pour transmettre vos émotions, c'est mieux de traduire, il y a plus de... L'émotion, elle est mieux traduite, on arrive plus à la voir en français ou en anglais? Alors, surtout quand vous avez dit que vous changez les phrases, enfin, pour mettre mieux quand vous traduisez une chanson. je rêve en français, je pense en français, j'espère en français, je suis francophone. Alors, je n'ai pas l'expérience d'être anglophone et de savoir si ça marche ou non. Comment ça marche? Je pense que Dylan pense ses chansons en anglais et que je pense ses chansons en anglais quand je les chante en anglais et en français quand je les chante en français. Pour moi, certaines de ces chansons sont meilleures en anglais, certaines sont presque aussi bonnes en français. Quelquefois, j'arrive à avoir le sentiment que j'ai offert une vraie poésie. Mais donc, là, je parle de la traduction. Pour ce qui concerne mes chansons, je serais tout à fait incapable d'écrire en anglais. Je n'ai pas assez d'anglais pour ça. Ça ne m'intéresse pas du tout de me considérer comme un type qui devrait avoir une boîte à outils pour aller multiplier des fourchettes commerciales, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas besoin de public anglophone. Je chante en Suisse, je chante en France, je chante au Québec et en Belgique. Et je trouve que c'est bien assez de monde. Mais les émotions... Je traverse, moi, des émotions de francophones, protestants. Est-ce que vous êtes plutôt musicien ou écrivain? Vous considérez? J'ai eu ma première guitare à 20 ans. C'est une réponse que je peux te donner toute simple. Je me suis mis beaucoup trop tard pour être un bon musicien. J'ai un fils qui vient de sortir son disque à 22 ans. Et il a enregistré lui-même les claviers, les basses, les batteries, les guitares, les voix. Il a écrit les chansons, fait les arrangements, il a tout fait tout seul dans son sous-sol. Et en fait, c'est un garçon qui a reçu son premier accordéon à 5 ans et une batterie à 6 ans. Et il est devenu musicien parce qu'il avait ça sous la main. Et en plus, il était dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui pouvaient lui donner beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de... sa grand-mère jouait de l'alto et son grand-père jouait du violon. Et moi, je lui ai expliqué ce que j'attendais de lui. Et alors, lui, il fait un disque où il chante des histoires. Et je ne peux pas te dire qu'il soit plus écrivain ou plus musicien. Moi, je le trouve beaucoup plus musicien que moi, mais je ne sais pas s'il se sent plus musicien qu'écrivain. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis beaucoup moins musicien que les bons musiciens. Même si j'ai du plaisir avec ces objets, tu vois là. J'ai une tendresse pour ces guitares énorme. Est-ce que vous vendez un des autres? Je sais pas, tu as 30 000 francs? Non, écoute, c'est très simple. Celle-là, je l'ai eue gratuitement parce que j'ai acheté 2 guitares sur Internet et que j'en ai vendu une des deux, le prix des 2 guitares. Donc j'ai eu celle-là pour rien. Et puis celle-là, elle m'a coûté beaucoup d'argent, mais je l'ai achetée pour un ami. Malheureusement, l'ami est mort. Et comme c'était moi qui avais acheté la guitare, la famille a décidé que c'était moi qui devais avoir la guitare.
J'ai fait une tournée une fois avec un artiste très connu qui s'appelle Renaud. Et déjà lui, qui est juste un auteur francophone, il reçoit 20 messages par jour de gens qui ont envie de le rencontrer. Alors j'imagine que pour Dylan, ça doit plutôt être 2000 par jour. Et j'ai le sens du ridicule et en plus, dans les relations humaines, j'aime beaucoup les échanges. Et je ne vois pas très bien ce que je pourrais apporter à Dylan. Ensuite, il a obtenu le prix de Nobel Oui, pour la littérature. oui. Donc, il est bien connu maintenant pour la littérature aussi comme écrivain et pas seulement. Il n'a pas reçu son prix Nobel pour les livres qu'il a écrits. Il a écrit un livre de biographie qui s'appelle Chronicles, et il a écrit un livre un peu déconnant qui s'appelle Tarantula il y a très 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 longtemps, qui est illisible, et c'est pas pour ça qu'il a eu son prix. Il a eu son prix parce qu'ils ont estimé que le rapport de l'écriture chanson à la littérature était un rapport sous-estimé et intéressant. Et ils estimaient que l'apport de Dylan à la civilisation américaine, à la civilisation occidentale, était décisif et méritait une chose comme ça. On a demandé à Leonard Cohen, est-ce que vous trouvez que c'est bien que Bob Dylan ait eu le prix Nobel de la littérature? Et Cohen a répondu, c'est comme si vous écriviez sur l'Himalaya, ici il y a une grande montagne. Vous venez de dire que quand le livre de Dylan est illisible, Oui. incompréhensible. Oui. Et en fait, qu'est-ce que vous pensez, vous-même, vous puisez en fait dans vos souvenirs, dans vos imaginaires, si ça ne correspond pas aux autres, aux imaginaires des autres, et que ça devient incompréhensible, absurde, est-ce que vous prenez en compte ce phénomène? Qu'est-ce que vous dire une littérature pas compréhensible par la plupart des gens? Alors, pour ce qui concerne le livre dont vous me parlez, c'est plutôt l'expression d'un drame de l'addiction qu'un ouvrage littéraire. Il était sous pression de son éditeur qui lui disait « Tu vas nous faire ce livre, tu vas nous faire ce livre, tu vas nous faire ce livre ». Et à un moment donné, il a craqué, il a pris 2 semaines, beaucoup de drogue et il a sorti ce bazar. Et donc ça, c'est pas comme ça que j'écris mes chansons. Donc on n'est pas dans la même question par rapport au fait d'être compris ou pas compris. En fait, moi j'ai une approche de la poésie qui est relativement simple, directe. J'essaye de mettre effectivement quelque chose d'imaginaire dans les choses que j'écris, mais pas au point de rendre les choses indiscernables dans leur sens. Je donne du double sens, je donne du sous-texte, je cherche à mettre de la poésie, mais dans mes chansons, à mon avis, si les gens disent qu'ils ne comprennent pas, c'est un problème. Pour eux plus que pour moi. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Je ne joue pas. En fait, il faut une confiance en soi pour pouvoir écrire. Alors, je vais vous expliquer. Quand j'étais étudiant en architecture, parce que j'ai fait les PFL ici à Lausanne, quand j'étais étudiant, j'avais ma guitare et puis j'allais dans les bistrots chanter Dylan pour me faire offrir 2 ou 3 bières. Et ça faisait des journées, des soirées agréables, rigolotes, et je rencontrais des gens et tout. Et un jour, j'étais dans cette boîte, je chantais Dylan, et il y avait une fille qui était en face de moi, et elle avait un copain sous chaque bras. Et elle avait l'air contente de ses gars, et les gars avaient l'air contents d'elle. Et donc, moi, je la regardais comme ça, elle était vraiment très jolie. Et elle a réussi à me dire, avant de partir, tu vois, tu chantes tes chansons en anglais, là, je sais pas ce que c'est, mais tu ferais tes chansons, peut-être que je partirais avec toi. Et je trouvais le culot et l'humour de cette méchanceté formidable. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, pas con. Et je me suis mis à vouloir écrire des chansons en me disant... en faisant ça comme ça, je fais pas ça par prétention, je fais ça en disant, bah tiens, ça va me faire des copines, ça va être rigolo, ça va être humainement rigolo. Et puis j'ai écrit des chansons, et les premières chansons que j'ai écrites étaient très mauvaises. Elles étaient très sirupeuses, très douceâtres,
très univoque, il n'y avait pas de double sens, il n'y avait que du déroulé de bons sentiments. Et c'était une chose, j'ai essayé de les chanter à des gens qui m'ont dit tu es sûr que tu veux faire ça et j'ai relu ce que j'avais fait et je me suis dit oh mais ce serait une très bonne idée soit d'arrêter, soit de faire vraiment tout à fait autre chose. Et j'ai essayé de faire des chansons drôles. Et il y avait un cabaret à Lausanne qui s'appelait Les Faunets et on chantait à 11h du soir. Après les spectacles, on arrivait, on faisait une petite demi-heure et le gars du bar nous filait 100 balles pour avoir joué une demi-heure. On était très content d'avoir les 100 balles et on était très content d'avoir essayé ces chansons devant un public. Et j'ai pu voir, tu vois, pour répondre un peu à ta question de savoir quel effet ça fait aux gens, j'ai corrigé l'effet. C'est-à-dire, tu te dis, si j'écris comme ci, comme ça passe pas parce que les gens, ils en ont rien à foutre, ou bien parce qu'ils ne comprennent pas, ou parce que c'est pas ce qu'ils ont. Ils désirent autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont indispensables dans une chanson pour vous, sans quoi on ne peut pas avoir une bonne chanson? Si ça existait, ça se saurait. Dans son livre de biographie, Dylan raconte qu'il est allé voir l'opéra de Katsu avec sa première copine. Sa première copine avait fait les costumes de l'opéra de Katsu de Brecht. Et ils écoutent les chansons de Brecht. Et puis lui, à l'époque, Dylan était très fan de Woody Guthrie. C'était un chanteur de gauche, chanteur engagé, populiste, populaire, prolo, communiste. Très sympa, c'est un très bon chanteur, mais au bout d'un moment, tu dis bon, j'ai fait le tour. Et puis Dylan, il écoute les chansons de Brecht, et puis il y a cette chanson où il chante Und Magis der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Et il dit, Maki, c'est un salaud, il a un couteau, et on ne voit pas le couteau, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer quelqu'un. Et à la fois, on sait que c'est horrible qu'il va tuer le type, mais en même temps, on a envie d'être maquis parce qu'il est amené de manière spectaculaire, magnifique. Et Dylan dit à ce moment-là, il dit, j'ai compris qu'il fallait, dans les chansons, il fallait mettre un peu de poison. Et alors, effectivement, si tu fais une chanson d'amour, où tu déroules les gentils sentiments, on va s'emmerder. Si tu fais une chanson d'amour, où tout d'un coup, tu sens que le type il va se prendre son amour dans la gueule pour une raison ou pour une autre, ou que la fille, elle va faire un truc épouvantable, ou elle va faire un truc qui va pas convenir, ou elle va se casser parce qu'elle est malade, ou il y a un truc, et tout d'un coup, il va y avoir quelque chose qui casse le miracle, qui casse le bon sentiment, et bien tout d'un coup, la chanson, elle va prendre de l'intérêt. Donc alors, si tu me poses la question de savoir ce qu'il faut mettre de manière indispensable dans une chanson, c'est ce que tu dis, plus le contraire de ce que tu veux dire, d'une certaine manière. Ouais. Quand vous traduisez les chansons anglaises en français, oui. Est-ce que vous pensez sur la différence culturelle? La différence culturelle entre les anglophones et les francophones. Ouais. Alors, Dylan, il est du nord des États-Unis, de 1941, juif, américain. Moi, je suis ni l'un, ni l'autre, ni le troisième, ni le quatrième. Je suis un sexagénaire protestant suisse. Culturellement, je m'intéresse à ce qui est dans son texte. Je vais te dire une chose très anecdotique. Là où j'habite, dans le projet que je suis en train d'animer, il y a une fille qui était à l'école avec une fille de Dylan, à Vermont. Donc, je connais quelqu'un qui est tout près du même langage que lui. Et alors, quand j'ai une formule dans une chanson où je me dis, mais ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Elle me dit, bah voilà, moi je ressens ça comme ça, je perçois ça comme ça. Et parce qu'elle est américaine, et elle me dit, bah voilà, ça c'est une expression qui peut vouloir dire ça. Mais te dire que je fais de l'anthropologie, sociologie, je sais pas quoi, pour comprendre la pensée américaine, je ne peux pas te dire ça. Tu vois, il y a par exemple une chanson qui s'appelle Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. Le Tambourine Man américain, c'est le vendeur de drogue. C'est le type qui a un grand manteau avec des trucs différents dans le manteau. Et puis tu peux avoir un peu de coke, un peu d'héroïne, un peu de crack, un peu de cocaïne, un peu de... Alors,
Hugo Frey, qui a traduit Dylan il y a très longtemps, et il chante « Hé, monsieur l'homme orchestre, joue-moi ta chanson ». Ça ne veut rien dire. Parce qu'évidemment, il manque exactement cette même impression. Alors, comment tu veux traduire ça? Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est de la sociologie d'aller chercher le sens américain de l'expression « Hey, Mr. Tambourine Man ». Non, c'est juste de la connerie de ne pas le faire. C'est juste très, très bête de se dire « Ah bah, je vais traduire Mr. Tambourine Man par Monsieur l'homme orchestre ». Alors moi, j'ai essayé de faire une traduction de cette chanson. Ben, je dis simplement, au début de la chanson, je dis, ben voilà, elle est très mal traduite par Monsieur Hugo Frey, qui a mis des jolis 3 mâts, parce qu'il aimait bien les 3 mâts. Il a mis des trucs, des éléments décoratifs qui sont son imaginaire, qui n'ont rien à voir avec la chanson. Et par ailleurs, le Tambourine Man, c'est un dealer. Et alors, on a un petit peu de, comment dire, un peu plus de réalisme. Et comme c'est une jolie chanson, ça fait plaisir de l'entendre. Mais on ne peut pas traduire Mr. Tambourine Man parce que ça n'existe pas. Comme everybody must get stoned. Le mot stoned, ça veut dire à la fois pété, donc sous l'effet de l'herbe qui rend égaux, et ça veut dire lapider. Donc on va lapider tout le monde, mais en même temps, tout le monde va se droguer. Ça va être formidable. Alors, et lui, il fait le grand écart entre le sens stoned, lapidation, et le sens stoned, drogue. Alors, si moi je veux traduire cette chanson, je suis un crétin. C'est juste pas jouable. Parce que les mots peuvent avoir des doubles sens dans une langue et ne pas les avoir dans une autre. Alors si tu choisis d'utiliser ce mot-là dans une langue, forcément que si tu traduis après, c'est un coup de bol si tu tombes sur le vrai sens. Donc cette chanson-là, on la laisse de côté et on se dit, bon, bah, elle appartient au folklore américain. Par rapport à vos propres chansons, Oui. j'ai entendu les gens à la télé parler de premier degré, des significations des paroles, du deuxième degré, du troisième degré. Ça veut dire si on écrit des paroles en premier degré, ça veut dire qu'on dit tout ce qu'il y a directement. Oui. Mais si on passe à la deuxième degré, ça veut dire on a une histoire, mais il y a double son, il y a des sons entendus. Oui. Le deuxième degré, c'est des mélangés de quelques indices, mais pas tout à fait l'histoire. C'est Oui. pas très clair, mais il y a plusieurs sons dedans. Et pour vous, est-ce que vous avez une catégorie préférée quand vous écrivez une chanson? Alors, le deuxième degré, ça peut être de l'ironie. Le degré, ça peut être du cynisme. Le deuxième degré, ça peut être équivoque ou ça peut être ambigu. Est-ce que l'ambiguïté est plus intéressante que l'équivoque? Est-ce que l'équivoque est plus intéressante que l'ambiguïté? Est-ce que le cynisme est intéressant? Je ne suis pas moraliste. Quelquefois, tu joues le cynisme parce que c'est intéressant de montrer que ça donne une mauvaise image des gens. Donc tu fais semblant d'être cynique, mais en fait tu es ironiquement cynique, donc tu n'es pas cynique, donc c'est du premier degré camouflé. Et quelquefois tu utilises de l'ironie parce que c'est plaisant. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Le massacre des Suisses allemands ». Le sous-brigadier Schlepfer a trouvé baignant dans son sang la dépouille d'une jeune fille au père, bousillée lamentablement. Un séparatiste romanche, par ailleurs technicien dentiste, l'avait trucidé comme un manche, vraiment pas du boulot d'artiste. Oh là là, les Suisses allemands, que le tourment pour ces pauvres gens. Le massacre des Suisses allemands, que le tourment, mais que le tourment. Alors, c'est une ironie par rapport à l'animosité qui pourrait y avoir entre les Suisses romands et les Suisses allemands, qui à mon avis n'existe pas vraiment, qui est toujours symbolique, qui est toujours rigolote. Et puis, c'est une réflexion sur le racisme, sur le génocide. Parce qu'évidemment, si on commence à tuer les Suisses allemands,
c'est juste insensé. Alors c'est amusant de prendre un exemple insensé de massacre pour montrer que tous les massacres sont insensés. Voilà. Alors là, tu vois, c'est le premier degré, le deuxième degré, enfin, je sais pas. Après, c'est une question. Le sous-texte, chacun se l'approprie. Le sous-texte, c'est justement le sens imaginaire dont je parle dans la poésie. Et il faut que chacun s'approprie le sous-texte comme il veut. Après, si vous avez un professeur qui vous explique le texte et le sous-texte, il faut le virer parce que le sous-texte, c'est vous qui avez le boulot de le chercher. Vous trouvez qu'écrire des chansons, les gens sont nés avec du talent ou le talent, ça se développe pour écrire une chanson ou un texte ou quoi? Mes premières chansons étaient très mauvaises. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse à ta question. J'ai fait de très très mauvaises chansons au début. J'ai un cahier avec mes premières chansons et j'ai la modestie de l'avoir gardé. Mais j'essaie de ne pas le montrer à trop de monde. C'est vraiment affreux. Et Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez plutôt un écrivain qu'un musicien. Oui. Donc vous trouvez qu'être un écrivain, c'est plutôt du talent ou c'est quelque chose qu'on peut développer? C'est les deux. Si tu lis John Irving, tu verras qu'il est très souvent question de l'enseignement de la littérature dans ses livres. Et lui, il a été longtemps dans l'université, en plus d'être dans l'écriture. Et tu as l'impression qu'effectivement, il y a un creuset de l'écriture américaine qui est universitaire, dans lequel il y a une grosse part de contrôle sur la facture, sur la façon de faire. Et je pense qu'en passant quelques trimestres avec John Irving dans une université, tu dois apprendre quelques bêtises à éviter. Beaucoup de gens qui sont seuls pour créer font des tas de bêtises. D'autres sont singuliers et magnifiques, mais il y a beaucoup de gens qui auraient beaucoup à gagner à confronter leur écriture à des critères. D'ailleurs, je me suis amusé, moi, sur Facebook, à donner mes recettes de chansons. Il y en a une dizaine. Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans une chanson? Mais chaque fois que je donnais une règle, je donnais le contre-ordre. C'est-à-dire, dans quelle mesure c'était nécessaire et possible de contrevenir aux indications que je donnais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle univoque. Si les règles étaient stables, il n'y aurait plus de création. Mais sur la réponse, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres? Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Voilà. C'est pas valorisant pour ceux qui sont moins intelligents, mais j'ai un copain qui fait des chansons et il skie comme un dieu, il bat tout le monde aux échecs. Il résout n'importe quel sudoku en deux minutes. Il a la tête qui va plus vite que la mienne. Il a un contrôle sur les harmonies, il a un contrôle sur l'écriture que je trouve stupéfiant. Ça en fait pas un grand chanteur, mais il a un outillage dans la tête qui lui évite beaucoup de bêtises. Alors, qu'est-ce qui manque pour le faire un grand chanteur? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui... Non mais, c'est un garçon qui s'appelle Manu Gallure. Vous pouvez vous amuser à aller voir Manu Gallure sur Internet. Il y a des bonnes chansons de lui. Il y a de très bonnes chansons. Par exemple, il y a un petit clip qui s'appelle Ramène-moi à la maison. Vous pouvez regarder Ramène-moi à la maison sur YouTube, c'est très beau. Est-ce que toujours il faut écrire des chansons ou ça arrive aussi d'improviser pour faire la chanson?
Je pense qu'il peut y avoir une part d'improvisation si par exemple tu as un groupe de musiciens qui est en train de tourner, et puis que quelqu'un va chanter une strophe, toi tu peux en inventer une autre, et puis quelqu'un va en inventer une autre, puis tu vas en inventer une quatrième, et puis il y aura un moment de créativité spontanée, comme ça peut exister tout à fait. Par contre, peut-être que le lendemain tu vas écouter la bande et tu vas te dire, ah bah ça je réécrirais ça plutôt comme ça. Et en fait, l'écriture c'est une improvisation. Si je suis devant l'écran de mon ordinateur et que j'écris une chanson, j'improvise ce que j'écris. Parce que je ne l'ai pas écrit avant, c'est la première fois que je le fais. Donc c'est une improvisation. Après, que tu fasses ça pendant la musique ou que tu le fasses devant ton écran, c'est un peu la même chose. Ce qui est important, c'est que si ce n'est pas des trouvailles, il faut corriger. Quand tu fais une trouvaille, tu es tout content, tu te dis, ah voilà, il y a quelque chose de joli qui est sorti, et puis tu peux le garder. Puis quand tu fais quelque chose, entre les trouvailles, il y a des trucs qui sont des scories, qui sont du remplissage. Ben, le remplissage, dans des chansons de 2 minutes et demie, tu n'as pas la place de mettre du remplissage. Par exemple, une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est, pour la rime, mettre un mot qui rime avec un autre, puis on se dit, bah tiens, je vais m'arranger pour faire du sens avec ce mot-là, mais en fait, des fois, ça ne tombe pas du tout. Ou bien, l'autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est, le vers est trop court, ah bah tiens, je vais rajouter un adjectif. Voilà. Alors, tiens, j'ai mis un adjectif. Mais les adjectifs, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux parce que ça bloque le sens des choses. Ça fait du gras autour du sens des choses, puis tout d'un coup, la rêverie, elle disparaît parce que les choses sont pas assez floues. Se méfier des adjectifs. Je pense qu'on arrive presque au bout de la séance, mais peut-être la finir plutôt en chanson. La vie me réserve encore quelquefois quelques jours avec elle. Quand elle est furieuse et drôle, je veux encore sur son épaule couler dans un bonheur facile quelques larmes de crocodile. Si la vie me réserve encore quelquefois quelques jours avec elle, juste quelques jours encore avant de penser à la mort, quand la vie n'est pas trop frileuse, quand elle est un peu amoureuse. Vous mourrez là devant ma porte, et sous mes yeux que nous importe, tout ça ne dure pas si longtemps, on vous oubliera dans un an. On s'en va, chacun sa saison, on s'en va perdre sa raison, mais qu'on nous prenne une amoureuse, et la vie qui reste est affreuse. Si la vie me réserve encore quelquefois quelques jours avec elle, quand elle est curieuse et cruelle, quand elle est furieuse et rebelle, ça vaut bien la peine qu'on se donne, ça vaut la peine qu'on s'abandonne. Si la vie m'offre encore le temps d'être quelquefois son amant, d'aller me perdre encore en elle quand elle est furieuse et belle, d'aller pleurer sur son épaule quand elle est furieuse et drôle. Si la vie m'offre encore le temps, je lui ferai quelques enfants. Si la vie m'offre encore le temps,